Donc, je m'appelle Sébastien Fillon. Je suis enseignant en sciences et aussi en mathématiques au Centre Christ-Roy à Mont-Laurier. Donc, c'est un tout petit centre. On a à peu près entre 80 et 100 élèves en tout temps. Là, on roule entre ces chiffres-là. Moi, je suis d'abord et avant tout un prof de sciences. Sauf que j'ai beaucoup d'intérêt aussi au niveau de la géographie, de l'histoire, ces choses-là, c'est des choses qui m'intéressent. Fait que souvent, on touche à ces aspects-là avec les élèves parce qu'on se rend compte que nos élèves n'ont pas nécessairement une grande culture générale quand ils arrivent ici. Ça peut même leur poser problème quand ils ont à résoudre des problèmes en mathématiques ou en sciences, parce qu'il y a comme une petite historique derrière ce problème-là. Puis des fois, ça leur fait mal saisir ce qui leur est demandé parce qu'ils comprennent mal. Donc, depuis quelques années déjà, souvent les vendredis après-midi, ces choses-là, on instaurait des petits quiz, des choses comme ça au niveau de plus de la culture générale. Là. Ce qui me fait penser un petit peu à développer quelque chose en géographie ou en histoire. Bien, en fait, le projet est parti d'une idée de départ. Quand on a reçu les lunettes de réalité virtuelle, on a trouvé qu'il y avait un énorme potentiel au niveau comme de l'univers social, justement, avec des outils comme Google Earth, des choses comme ça. Donc, l'idée est venue de là. Après ça, en fait, moi, là, je me suis mis à éplucher un petit peu les programmes, les cours optionnels qui pourraient se donner parce qu'il n'y avait pas grand-chose aux adultes au niveau de la géographie. Fait que je suis allé chercher un petit peu au secteur jeune, regarder un petit peu ce qui se faisait dans les programmes. Puis j'ai découvert le programme de géographie culturelle. Puis après avoir regardé un petit peu plus ce programme-là, je trouvais que ça serait vraiment intéressant de faire un cours similaire aux adultes. Donc, pour l'instant, le cours de géographie culturelle, c'est un gros cours de secondaire 5 de 4 crédits au secteur jeune. Donc, on s'est dit qu'on pourrait partir avec un cours optionnel en se basant sur les mêmes compétences qui sont développées dans ce cours-là. Sauf d'en faire un cours de 25 heures de 1 crédit pour commencer, faire une espèce d'introduction à la géographie culturelle pour éventuellement arriver à greffer des choses à ce cours-là. Puis si le ministère débloque vraiment le même cours qu'au secteur jeune, bien à ce moment-là, on aura déjà du matériel puis les outils pour pouvoir donner ce cours-là. C'est un petit peu comme ça que le projet a démarré. La géographie culturelle, en fait, c'est de la géographie, mais abordée sous un angle culturel, dans le fond. Donc, on sépare le monde en 6 grandes aires culturelles. L'ère occidentale, l'ère arabe, l'ère orientale, ainsi de suite. Donc, on ne sépare pas vraiment en régions. Donc, l'ère occidentale, donc il y a l'Amérique du Nord qui en fait partie, il y a l'Europe, l'Australie en fait partie. Donc, on sépare plus par des différences au niveau culturel. Donc, l'idée de ce cours de géographie-là, c'est de faire comprendre c'est quoi les caractéristiques culturelles des différentes aires, aussi les différences qu'il y a entre les gens qui habitent ces aires-là, au niveau de la religion, au niveau des monuments qu'on y retrouve, au niveau de... C'est sûr qu'il y a un aspect géographique aussi. C'est quoi les zones qu'on retrouve là, les richesses, les zones de pauvreté, et ainsi de suite. Fait que c'est un petit peu de la géographie, mais avec un aspect culturel. Bien, c'est sûr que la réalité virtuelle, en fait, ça amène que ces élèves-là n'ont pas nécessairement visité tous ces pays-là. C'est sûr qu'on pourrait leur montrer de façon théorique dans un livre, sauf qu'on s'est rendu compte qu'avec la géographie, avec la réalité virtuelle, les élèves qui essayaient les applications, ils étaient vraiment immergés dans les milieux. Donc là, si tu veux aller voir la Grande Muraille de Chine, ben c'est pas juste une photo de la Grande Muraille de Chine. Tu arrives sur la Grande Muraille de Chine, puis tu peux voir l'environnement qui est autour, les montagnes, donc tu vois vraiment à quel endroit ça se trouve. Si je prends un autre exemple, les pyramides en Égypte, mais la plupart des gens imaginent les pyramides en plein désert. Sauf que si on regarde de plus près un petit peu, c'est que ça dépend de l'angle de vue. Donc, les pyramides sont super près de la ville du Caire. Ben là, avec la réalité virtuelle, les gens, ils vont voir les pyramides, puis ils se rendent compte qu'ils se tournent de côté, puis derrière, c'est le centre-ville. Donc, ça amène comme une dimension qu'on peut pas nécessairement voir avec les manuels ou avec simplement des photographies. Donc, les gens ont vraiment l'impression d'y être. Puis c'est sûr qu'à ce moment-là, quand tu as une espèce d'émotion en y allant, dans le fond, c'est que tu vas retenir plus facilement, tu vas être capable de décrire plus facilement les environnements, les comparer plus facilement aussi. Là, ce qu'on a fait,
c'est qu'on a épluché le programme un petit peu. Ensuite de ça, comme là, on s'est donné des objectifs parce que le programme était quand même immense, il y avait beaucoup de matière à toucher. On a ciblé les éléments qu'on voulait aborder pendant le cours. Puis on a déterminé un petit peu quel genre de situation d'apprentissage on voulait créer à partir de là. Puis là, on est à la phase de création des situations d'apprentissage. Comme là, actuellement, je suis en train de créer une situation qui est un petit peu un jeu questionnaire, en fait, comme quand moi j'étais jeune, il y avait Carmen Sandiego. Donc, c'est un petit jeu questionnaire que les élèves doivent résoudre un petit peu des énigmes, mais au niveau géographique. Donc, dans le fond, par exemple, là, on parle des 7 merveilles du monde ou des merveilles modernes du monde. Puis là, je les envoie, par exemple, voir sur la muraille de Chine. Puis pour après ça continuer dans le parcours, ils doivent me dire, bon, qu'est-ce qu'ils sont en train d'observer sur la muraille de Chine? Ils sont en train d'observer, exemple, une montagne. Fait que là, le mot de passe pour la prochaine localisation, ça va être comme ils vont devoir nommer le mot montagne. Puis après ça, je vais leur décrire un milieu. Puis eux vont devoir se diriger vers cette merveille-là. Par exemple, ils vont avoir une liste des merveilles. Et là, ils vont devoir se diriger vers cette merveille-là, mais en réalité virtuelle. Donc, ils vont pouvoir visiter les différents monuments importants puis tout ça. Là. Fait que là, on est vraiment rendu au processus de création des situations d'apprentissage. On prévoit qu'à ce rythme-là, c'est sûr que d'ici la fin de l'année, on va avoir mis des élèves en action dans ces situations-là. Probablement même certains qui vont pouvoir commencer le cours là, parce qu'on a également du matériel théorique qui a été créé là, avec un site qui s'appelle Genially. Donc, mon partner est en train de créer tout ça. Puis, ça va être du matériel interactif. Donc, les élèves vont pouvoir avoir accès à des cartes, vont pouvoir avoir des ondes cliquables et tout ça. Donc, ça va être un petit peu le côté plus théorique. Puis après ça, ils vont pouvoir appliquer ça dans les situations d'apprentissage pour résoudre des problèmes. C'est certain que dans un monde idéal, l'enseignant pourrait diriger à côté dans l'autre période. Moi, ma classe est juste à côté. Fait que la façon qu'on fonctionne habituellement quand on envoie des gens en réalité virtuelle, on les envoie jamais seuls. Fait que moi, mon objectif, ce serait qu'il y ait toujours 2 élèves au moins qui soient dans le module de géographie culturelle, pas nécessairement au même endroit, mais quand ils ont une situation d'apprentissage à venir faire, bien, qu'il y ait un élève qui accompagne l'autre, dans le fond. Puis, il peut y avoir un élève qui a comme la feuille de route sur les étapes à réaliser pour réaliser la situation d'apprentissage. Puis l'autre élève peut avoir le casque. Fait qu'à ce moment-là, il peut lui dire, bon, mais tu dois aller à tel endroit. Fait que là, la personne avec le casque peut se diriger à cet endroit-là. Donc, les deux vont comme travailler de concert un petit peu. Ça peut être un élève qui a déjà fait la situation d'apprentissage ou ça peut être 2 élèves qui ont à la faire puis qui vont partager le casque, vont se l'échanger. C'est aussi pour des raisons de sécurité. Il y en a des fois qui ont tendance à perdre un peu l'équilibre, fait qu'on préfère qu'ils soient toujours 2 quand ils travaillent avec le casque de réalité virtuelle. Fait que moi, je prévois fonctionner comme ça. Ma classe est juste à côté, fait que je vais venir jeter un œil de temps en temps, mais toujours m'assurer qu'il y ait 2 élèves quand c'est le temps de faire une situation avec les lunettes. Okay. J'ai pas besoin d'avoir un groupe fermé, quoi que ce soit. Les élèves vont progresser là-dedans. Puis les situations d'apprentissage, ils vont avoir les étapes précises de ce qu'ils doivent faire avec les lunettes de réalité virtuelle. Fait que c'est pas différent que d'habitude quand ils sont dans un module. C'est juste que là, il y a une activité un petit peu plus pratique. Moi, j'enseigne les sciences, donc quand ils vont au labo, ils traversent au labo de l'autre côté puis ils peuvent avancer. Même s'il n'y a pas de technicien présent, l'enseignant peut superviser puis envoyer deux élèves en même temps. Donc, c'est un petit peu le même principe. La réalité virtuelle amène l'émotion qui vient avec l'apprentissage, comme je disais un petit peu plus tôt. Donc, cette émotion-là, ça a été prouvé que ça peut apporter des grands avantages. Là. Par exemple, l'exemple qu'on nous donnait avec la réalité virtuelle, c'est les grands brûlés. Je parle souvent de ça à mes élèves. Donc, les grands brûlés, ce qu'on faisait, c'est qu'on leur donnait des médicaments pour les laver. Puis, à un moment donné, le médicament, il fait de moins en moins effet parce que la personne a mal, a des souffrances. Puis, on fait un test avec la réalité virtuelle en les immergeant dans un monde polaire. Puis, ils se sont rendus compte en faisant des tests que les gens qui étaient immergés dans la réalité virtuelle avaient moins de douleur que les gens qui prenaient un médicament. Donc, ça a ce pouvoir-là. Ça peut développer aussi un pouvoir d'empathie. Si on parle de toutes les histoires de réfugiés, on a 2 applications qui nous fait vivre dans la peau d'un réfugié un petit peu.
Donc, le fait de l'avoir vécu, d'être sur une plage avec les autres réfugiés, puis de devoir prendre un canot pneumatique. Donc là, on comprend vraiment qu'est-ce que vivent ces gens-là. Donc, on peut se mettre plus à la place ensuite de ça quand on analyse un petit peu ce qui se passe, puis on peut prendre plus de recul. Ça peut nous faire réaliser plein de choses de ce type-là. Je l'utilise aussi en sciences, si je peux faire une petite parenthèse. Puis les gens, on explique, par exemple, le fonctionnement du cœur dans un livre, ça reste abstrait. En science, on peut, par exemple, plonger dans le cœur humain. Puis à ce moment-là, on peut voir ce qui arrive quand il y a un mauvais fonctionnement du cœur, quand il y a une crise cardiaque, c'est quoi qui se passe, on voit les battements, tout ça, mais on est à l'intérieur même du cœur. Fait que c'est sûr que c'est une expérience tellement forte que les élèves, ensuite de ça, ils s'en rappellent. On dit qu'on ne retient pas un gros pourcentage de ce qu'on lit, mais moi, j'ai l'impression que quand on est en réalité virtuelle, on retient beaucoup plus de choses parce qu'on est en train de le vivre. Tous nos sens sont mis à profit en même temps, que ce soit le son, que ce soit la vue, que ce soit l'explication, ainsi de suite. Donc, on a un petit peu tous nos sens qui sont activés. Fait que pour moi, c'est plus facile de retenir les choses puis de se souvenir du fonctionnement de différentes choses. Ben, les difficultés, ça a été surtout de cibler les concepts qu'on voulait retenir. Comme je disais, là, le cours est tellement chargé que ça a été de cibler ce qu'on voulait faire. On a un petit peu de difficulté au départ à cibler ça. On partait dans différentes directions parce que c'était assez facile avec la réalité virtuelle de s'écarter un petit peu de ce qu'on veut faire. Mais on a réussi à rassembler ça un petit peu. Faire aussi des situations qui sont un petit peu différentes. Par exemple, comme la culture occidentale, je peux demander aux élèves d'aller... au départ, mon idée était qu'ils aillent se promener avec une caméra, puis que dans la ville ici, ils filment des éléments de la culture occidentale qui ont rapport avec la religion, avec l'économie, avec la vie quotidienne, le travail. Mais là, on s'est rendu compte que ce serait peut-être un petit peu long de faire ça aux élèves. On s'est dit pourquoi pas le faire, comme on a les lunettes de réalité virtuelle, pourquoi pas le faire avec les lunettes de réalité, leur demander par exemple d'aller à tel endroit à Montréal, puis de me dire quels sont les éléments dans le fond de la culture occidentale qu'ils voient à ce moment-là. Puis, ça va être aussi efficace comme ça. À part de ça, on n'a pas eu beaucoup de pépins à date avec ça. C'est surtout d'essayer de condenser puis d'essayer de cibler pour qu'on ne se retrouve pas avec un cours de 100 heures, mais de 25 heures pour que les élèves puissent avoir une introduction là, sans que ça soit trop lourd au début pour eux. Puis après ça, on rajoutera un petit peu par-dessus ça. C'est sûr que ce cours-là, c'est un cours d'un crédit. On pourrait faire une suite avec un autre cours éventuellement, ou on pourrait bonifier ce cours-là pour qu'il soit un cours de 2 crédits, puis éventuellement, si le programme de géographie culturelle vient nous voir au secteur adulte, bien, probablement que ce serait 2 cours de 2 crédits ou encore un cours de 4 crédits. C'est assez rare les cours de 4 crédits à formation générale aux adultes. J'imagine qu'ils se scinderaient en 2. Mais à ce moment-là, oui, ce serait possible de bonifier ce cours-là. Je leur dis que c'est vraiment pas sorcier. En fait, moi, je dois dire que le casque de réalité virtuelle, au début, je me disais que ça ne servirait pas à grand-chose. J'étais un de ceux qui l'a essayé le plus tard. Sauf que c'est le même effet pour tout le monde. À chaque fois que les gens essaient un casque de réalité virtuelle, après ça, t'as le goût de faire ça à chaque jour, en fait. Fait que c'est vraiment pas compliqué. C'est des commandes qui sont instinctives avec les manettes. Nous, on a un Oculus Rift, donc on est bien équipé, on est chanceux. Mais malgré qu'on ait le gros appareil, c'est vraiment pas compliqué à faire fonctionner. Puis nous, une des façons de l'apprivoiser un petit peu, ça a été on s'est fait l'année passée des sociales entre les enseignants pour tester différentes applications. Fait qu'il y a toutes sortes de choses là-dessus. C'est sûr, il faut filtrer. Il y a des choses pédagogiques, il y a des choses pas pédagogiques du tout. Fait que souvent, les gens, pour le tester, ils y allaient avec des jeux. On a utilisé les montagnes russes, on a eu des profs qui criaient, tout ça. Sauf que le fait de faire ça, ça a donné le goût à plusieurs enseignants de l'utiliser pour autre chose, parce qu'ils ont dit, c'est un bel outil, tout ça. Fait que souvent, quand on le présente, moi, ce que je fais avec les élèves, souvent, quand je leur présente avec un jeu, une application un petit peu plus conviviale, puis après ça, je les amène, mettons, vers une application pour développer des choses plus au niveau pédagogique, que ce soit en géographie, que ce soit en sciences. Fait qu'au départ, comme pour apprivoiser un petit peu la réalité virtuelle, ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on y va avec des applications conviviales, puis après ça, on y va vers le pédagogique. Mais on se rend rapidement compte que c'est pas plus compliqué. Puis ce qui est le fun avec ça aussi, c'est que nous, on a le gros équipement.
Mais tout ça est applicable avec un téléphone cellulaire puis un petit boîtier. Tu sais, je veux dire, si on veut aller sur Google Earth, on peut y aller avec notre téléphone, puis on peut y aller avec le petit boîtier. Si on veut regarder des vidéos YouTube en 360, ben, ça se fait aussi avec notre téléphone cellulaire. Fait que des centres qui ne seraient pas équipés comme ça pourraient quand même le faire, puis ça serait super pertinent aussi.